Bonjour Laïla, bonjour Pierre, merci d'être venu aujourd'hui, ce podcast numéro 5 du coup. Aujourd'hui, je vous ai invité un petit peu en mode droit de réponse, parce que sur le podcast numéro 4, on a des gens qui ont un petit peu tiré sur les chirurgiens et sur les kinés, comme quoi ils connaissaient pas l'activité, que des fois leurs recommandations, elles n'étaient peut-être pas très adaptées, notamment sur comment pratiquer le sport après une blessure. Ça, c'est dans un premier temps. Et aussi, j'aurais aimé discuter avec vous, en fait, de votre vision de l'entraînement dans un cadre de conditions physiques, mais aussi quelle est votre observation, votre constat en tant que professionnel de la santé sur la condition physique de nos concitoyens et quelles sont vos recommandations un peu plus générales sur quels sont les types de sports que vous allez recommander, et puis comment faire pour motiver les gens. Est-ce que vous arrivez à qu'est-ce que vous faites dans vos cabinets en consultation pour essayer de leur faire changer leurs habitudes pour qu'ils se bougent et ainsi de suite, quoi. Donc moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter. Et après, on envoie les questions. Parfait. Honneur aux demoiselles. Ok. Non, ça va. Moi, je suis Leïla El-Sayed. Je suis adhérente chez Gavroche depuis 7 ans. Et contente d'être là. Oh, merci. C'est un bon point. Et également, donc, je suis chirurgien orthopédiste et je fais de la chirurgie spécialisée dans la main, le poignet et l'épaule. Et voilà. Le sport, ça devient une question un peu importante, même dans mes consultations, on en parlera après. Et donc, Monsieur Ruiz, Pierre. Ouais, salut à tous. Moi, alors, je suis adhérent là, un peu comme Ella depuis septembre. Donc, très content aussi de toute la team et tout. Et moi, je suis kiné depuis 2019. Je pratique en cabinet libéral à Boulogne. Et le sport, le mouvement, c'est au cœur de ma pratique. Et c'est vraiment la thématique de base, dans mon métier, la rééducation par le mouvement, par le sport. Donc ça, c'est vraiment très central pour nous et vraiment l'idée majeure qui va guider toute mes rééducations. Ok, donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel constat vous faites sur le niveau de condition physique, on va dire, de vos patients, parce que je sais pas, et puis ce que vous observez autour de vous en tant que professionnel de la santé. Est-ce que vous allez avoir une autre façon? Par exemple, moi, je vais les évaluer sur, je sais pas, leur capacité à faire certains exercices, à performer je sais pas, moi, sur du rameur, sur des tractions, des choses comme ça. Alors que vous avez peut-être d'autres, on va dire, points de référence. Nous, personnellement, on a des tests, mais évidemment, on a des tests fonctionnels qui vont nous dire oui, le patient est apte à faire des choses. Sur certaines pathologies, on va évaluer tu vois, les articulations, en fonction de si elles sont capables de faire de façon passive, de façon active. Ça nous donne directement un retour vraiment objectif sur son état de santé. Lesquels, par exemple? Des tests, tu vois, typiquement, j'ai des patients adressés par des douleurs de dos. Je vais voir sur quel mouvement ils vont avoir mal, sur quel mouvement ils vont se sentir mieux. Et directement, je vais faire des tests articulaires passifs sur une flexion, une extension, des rotations, des inclinaisons, des tests plus actifs, tu vois, sur leurs conditions musculaires du moment. Tu vois, les abdominaux, les spinaux, des trucs de base, simples. Et ensuite, on va intégrer ça sur le fonctionnel. Voilà, typiquement, est-ce que j'arrive à me baisser, est-ce que j'arrive à me tourner, comment je me suis fait mal, voilà, c'est une progression. Mais au début, à la base, évidemment, c'est un truc assez simple, assez, voilà, un test qui date pas, qui est assez récent, mais un truc vraiment quantitatif. Et ensuite, on va aller sur le plus qualitatif et l'intégrer au fonctionnel, quoi, ce que les gens peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, c'est grosso modo des choses assez simples qu'on peut après transférer sur des trucs un peu global. Écoute, moi, dans ma pratique en consultation, c'est une de mes questions de toute façon. Est-ce que vous faites du sport? C'est une des premières questions que je pose. Je fais de la chirurgie de l'os, des tendons, des nerfs. C'est hyper important. Ça va tout de suite modifier un peu mon point de vue sur le patient. Et pour l'indication chirurgicale, c'est-à-dire le fait de dire vous, je vous opère, vous, je ne vous opère pas. Pas surtout, mais sur certaines pathologies. Et aussi sur la suite de la prise en charge. C'est-à-dire que quand je vais opérer un patient jeune qui a une demande fonctionnelle importante, notamment sportive, je vais aller un peu plus loin dans les conseils de rééducation. On va personnaliser ça au maximum et c'est ça qui récupère le plus sans forcément abîmer ce qu'on a fait pendant la chirurgie. Et par exemple, chez une personne âgée, si je perds une prothèse sur une arthrose,
effectivement, la demande fonctionnelle et la demande sportive sera peut-être différente et donc on va aussi adapter. Mais c'est sûr que dès qu'on a cette image de oui, je fais beaucoup de sport, je fais du vélo, je fais de la course, je fais de la boxe, tout de suite ça nous permet de cerner un petit peu le personnage et puis ça nous permet de nous dire que bah oui, lui c'est un grand gaillard musclé, la chirurgie ça va être peut-être un peu galère. Ou c'est plaisir. C'est une nana toute mince, pas très musclée, ça va être. Ça tu nous l'envoies. Ça tu nous l'envoies, on va s'en occuper. Ça va être facile. Voilà, et en fait, juste le constat, oui, dans la population, moi j'ai l'impression que les gens font quand même pas mal de sport, mais il y a aussi une partie des gens qui, du fait de leur activité professionnelle sédentaire, et puis les choses de la vie font que fassent consacrer des moments, du temps pour leur pratique sportive. Puis ça a pas mal de conséquences sur plein de choses, mais je pense qu'on va en parler, mais je ne suis pas aussi pessimiste que ce que peuvent dire éventuellement les chiffres, mais voilà. En tout cas, c'est une question qu'on pose, je pense, nous, systématiquement, professionnels de santé, quand on prend en charge quelqu'un en cas d'une pathologie osseuse articulaire. En fait, pour répondre à ta question, dans ce moment, je regarde un petit peu, justement, je parle des chiffres. En fait, on va voir que les chiffres ne sont pas les mêmes en fonction de la catégorie sociale à laquelle on s'adresse. Et aujourd'hui, nous, on est à Boulogne, on est sur l'ouest parisien, on a quand même, on va dire, un niveau social un peu plus élevé en termes de revenus, en termes de type de profession. Et c'est vrai que ces gens-là ont tendance à faire un peu plus de sport. Encore une fois, quand on dit sport, on parle de quel sport? Est-ce qu'on parle de sport, on va dire, populaire? Est-ce qu'on parle de sport un peu plus, comme on disait en sociologie, du sport aristocratique, genre équitation, ce genre de choses? C'est pas pareil que faire de la lutte ou de la boxe. Et ça, c'est un autre débat. Donc là, je pense aussi qu'on a une vision peut-être un peu biaisée de la population, parce que nous, on a quand même des gens qui prennent le temps et qui ont souvent les moyens, en fait, de prendre le temps et de prendre soin d'eux. Ça, c'est pas grand-chose. Maintenant, j'aimerais revenir sur une notion, vous en avez parlé plusieurs fois, c'est que vous avez opposé le côté fonctionnel et le sport. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de souligner cet aspect-là? C'est parce que c'est vrai que nous, lorsqu'on parle de fonctionnel, on va dire c'est la capacité de bouger, de faire des choses. Et vous, en fait, pour vous, c'est plutôt, quand je veux dire faire des choses, c'est faire des choses avec beaucoup d'intensité, quelque chose, soulever des charges. Vous, j'ai l'impression, c'est plus, en gros, le niveau zéro entre je suis capable de rien faire, je suis vraiment très handicapé, et voilà, je suis capable de marcher, on va dire me déplacer dans le quotidien pour faire mes tâches. Et le sport, c'est vraiment, on va au-dessus, quoi. Ouais, on différencie ça pas mal, parce qu'en fait, moi, ce que je dis à mes patients quand je les opère, ils disent, mais docteur, ça va revenir comme avant. Bah, oui, c'est le but. C'est le but de la chirurgie, c'est que vous soyez comme avant, mais comme avant, à quel niveau? C'est ça la question. Et en fait, nous, notre première étape, c'est de rendre la fonction de la vie quotidienne. Donc, si on a une chirurgie au niveau de la main, c'est pouvoir se servir d'un stylo, attraper des choses, porter un sac de course. C'est des choses, on va dire, basiques de la vie quotidienne. Et puis, l'étape d'après, c'est pouvoir reprendre son activité sportive. Si on faisait du tennis, reprendre une raquette et puis pouvoir jouer au tennis. Mais nous, la fonction, en tout cas, c'est la fonction un peu primaire. Voilà. Et peut-être que le sport, on est plus sur du secondaire, voire du tertiaire, parce que c'est vraiment une activité qui n'est pas basique dans la fonction quotidienne, mais qui devrait normalement rentrer dans ce cadre-là. Moi, je dirais un peu comme toi. C'est juste au niveau des temps, c'est juste des délais. En fait, vraiment, mon patient, il arrive, il a une demande, il vient pour un motif de consultation. Je remplis son motif de consultation. Mais souvent, ce motif, c'est fonction. C'est vraiment, vous voyez, là, je me suis fait opérer l'épaule et j'arrive pas à mettre la main derrière la tête. C'est ma première chose. Il est venu pour ça. Je veux lui rendre ça. Par contre, je vais pas du tout opposer le sportif. Ensuite, si effectivement il fait un sport, je vais l'adapter à son sport. Et s'il fait pas de sport, je vais essayer de lui dire peut-être que pour que cette épaule elle tienne vraiment sur le long terme, il va falloir avoir un peu de soutien musculaire. S'il est sportif, il va le comprendre très rapidement. Je vais voir quel sport il fait, je vais l'adapter. Je vais tout de suite lui proposer des choses en fonction de son sport, de sa pratique sportive, du geste sportif. Parce que lui, ça va lui parler tout de suite. S'il fait pas de sport, je vais lui montrer des choses assez basiques. Typiquement sur un dos, la première chose que je vais lui demander, ça va être du soulevé de terre. Ça va être du Jefferson curl, pour ceux qui savent un petit peu, des flexions et des extensions, pour solliciter un peu de façon globale. Mais je dissocie, mais pas en termes de, en termes de priorité, mais c'est surtout en termes de délai. Tout de suite, je vais pas lui dire, faites de la muscu, vous avez mal à l'épaule, c'est quand est-ce que vous avez mal à l'épaule, sur quel geste. Et ensuite, je vais intégrer ce côté plus sportif, même si, entre guillemets, pour moi, je vais pas parler de sport, mais je vais parler d'activité physique. Je vais dire,
qu'est-ce que vous faites comme activité? Parce que la personne, je vais pas forcément lui dire faites ce sport, faites ça. C'est ce qu'elle veut faire, ce qui lui fait du bien, ce qui lui procure du plaisir. Et ensuite, peut-être lui proposer des choses si je trouve que c'est pas assez adapté. Mais encore une fois, je vais pas trop opposer. Enfin, je vais dire c'est sur des temps, quoi. C'est juste sur des délais. C'est par étapes, en fait. Exactement, c'est par étapes. Effectivement, ce que tu disais, mettre la main à la tête, il y a des gens qui, quand ils sont opérés d'épaule, au début de leur convalescence, ils n'arrivent même pas à se laver les cheveux. Pour eux, la priorité, c'est pas de refaire du sport. Ouais. Voilà. Et en fait, une fois qu'ils sont tous récupérés, la fonction. une fois qu'on a tout récupéré, là, on pense au loisir et au plus. Et rapidement, tu proposes des gestes sportifs qui vont faire que, tu vois, la fonction va revenir. Vous n'arrivez pas à mettre la main derrière la tête. Je vais proposer des exercices sans forcément dire ça, le but, c'est de mettre la main derrière la tête. Mais il va y avoir un mouvement qui va orienter la main derrière la tête, qui va solliciter des structures qui vont rendre la fonction possible. Donc en fait, au début, c'est priorité à la fonction, au sport, enfin à l'activité physique, au renforcement tout de suite après, et puis tout se mélange un petit peu. Essaye de tout emmagasiner pour de toute façon après faire bouger le patient. Tout ça va passer par le mouvement, par le sport, par l'activité, par le sport qu'on veut, et notamment par le crossfit. Tu me le dis. En fait, moi, je suis souvent confronté à des personnes qui peuvent avoir, on va dire, des pathologies. Bon, quand c'est de la traumato, c'est facile. Le gars, il est tombé de son échelle, il a la jambe cassée, il va pas poser 50 000 questions. Mais lorsqu'on a des gens qui ont des traumatologies, souvent, en fait, ils ont du mal à comprendre quel est le parcours de santé qu'ils doivent réaliser pour retrouver, je parle de fonction, et notamment le niveau de performance qu'ils avaient avant. Et c'est là où souvent, c'est un petit peu petit bonheur la chance. On va aller voir un kiné, on va voir un médecin, on va voir un chirurgien, un ostéo, un orthopédiste, on va aller voir un préparateur physique. Puis il y en a un, en fait, il va donner un conseil. Alors, les conseils, il y a entre ce que toi tu dis, ce que la personne comprend et ce qu'elle fait. Et souvent, moi, ce que j'essaie, c'est de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'est-à-dire que la première chose, c'est de poser le diagnostic. Et là, le diagnostic, normalement, ça va être fait par un médecin. Ça ne va pas être fait ni par le préparateur physique, ni par le coach sportif, ni par le... Même si le kiné est capable, parce qu'il a suffisamment d'expérience, il est capable. Et souvent, c'est ça. C'est poser d'abord le diagnostic. Ensuite, on va avoir des chirurgiens qui sont là pour réparer. Je parlais tout à l'heure de structure. Est-ce qu'il y a besoin de réparer la structure? Alors, tu as parlé d'os, de tendons, de muscles, de nerveux. Mais encore là, des fois, est-ce qu'on va réparer via une opération chirurgicale? Ou est-ce qu'on va aller voir un rhumato? Ou... sur les conseils du médecin et du diagnostic qui est déposé, on va l'envoyer vers un kiné ou, on va dire, un de tes confrères qui peut être chiropracteur, ostéopathe. Bon, même si aujourd'hui, c'est pas... On va dire, dans la loi française, vous n'avez pas tous le même statut, mais vous travaillez quand même tous sur, on va dire, le corps humain. Et enfin, le coach sportif ou le préparateur physique, il vient là, en fait, pour vous passer, on va dire, à l'étape suivante, c'est-à-dire retrouver un niveau de condition physique digne d'un sportif de moyen niveau, de haut niveau. Et donc, en gros, c'est, comme tu disais, des étapes. La première étape, c'est de réparer les structures. 2, c'est de redonner, on va dire, au tissu, et que ça soit, on va dire, articulaire, musculaire ou tendineux, l'amplitude de mouvement et la force nécessaire pour assurer les mouvements du quotidien. Et après, si ces personnes-là vont jouer au tennis, il va falloir qu'elles retrouvent, on va dire, la dextérité nécessaire pour pouvoir faire des services à 150 ou à 200 km/h. J'ai l'impression que ce parcours de santé-là, qui est, on va dire, assez simple, en fait, beaucoup de gens le comprennent pas, quoi. Oui, parce que je pense que les gens sont pas forcément bien orientés, surtout ceux qui sont très demandeurs d'une performance sportive, qui n'ont pas envie de perdre en talent sportif, en niveau sportif. Donc, parfois, je pense que ça leur fait peur un petit peu d'aller voir le médecin, d'aller voir le chirurgien, parce qu'ils ont peur qu'il y ait un diagnostic qui tombe et qui leur dise il faut arrêter le sport, il faut arrêter votre activité. Il y aura forcément certains médecins, chirurgiens qui diront ça, et c'est peut-être pas forcément indiqué. Moi, mon avis, c'est que quand il y a un problème musculaire, tendineux, osseux, en dehors de la traumatologie, une tendinite qui dure un petit peu, qui passe pas après du repos, ou même après des séances chez le kiné, je pense qu'il faut quand même faire le point soit avec son médecin traitant, soit avec un chirurgien spécialisé dans le problème, parce que ça ne veut pas forcément dire chirurgie à tous les coups et ou immobilisation. Moi, je vais prendre l'exemple d'une tendinite, une tendinite au coude, on appelle épicondylite, c'est un truc assez fréquent chez les gens qui font du tennis, on appelle ça le tennis elbow. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une tendinite? C'est le fait d'hyper solliciter son tendon. Et donc, il est inflammé,
et il y a des petites fissures dedans. Donc, on a hyper mal, on n'arrive plus trop à bouger, on n'arrive plus à faire nos matchs de tennis, nos entraînements. Et donc, je pense que ces gens-là se disent, ah, c'est oui, mais si je m'arrête pendant 2 mois, 3 mois, je perds mon niveau. Et en fait, la tendinite, c'est oui du repos, mais c'est aussi, tu rebondiras dessus, mais c'est aussi une rééducation par des étirements et par de la sollicitation du tendon, mais de manière intelligente. Justement, en fait, si on met juste le tendon au repos, effectivement, on n'aura plus mal, mais le tendon va cicatriser de manière désadaptée, il sera plus adapté à l'effort et au mouvement. Je pense que tu es d'accord. Et surtout, dès qu'on va reprendre une activité, même très modérée, pas du tout au même niveau qu'avant, mais même très modérée, ça va repartir tout de suite. Alors que si on réadapte dans l'effort, dans l'étirement, en mettant en repos quelques jours, ça fait toujours du bien, mais pas un repos pour 2 mois et on ne fait plus rien et on s'arrête, ça permet au tendon de cicatriser en s'adaptant au mouvement et en fait on récupère plus vite. Donc cette peur que certains sportifs peuvent avoir sur le coup près qu'on peut donner en consultation, il faut tout arrêter, il faut arrêter le sport, il faut arrêter la pratique sportive, je pense que c'est une fausse image, c'est pas adapté pour tout. Effectivement, la traumato, on se casse la jambe, si, voilà. Mais l'exemple de la tendinite, et encore que, voilà. Tu casses la jambe droite, tu fais travailler ta jambe gauche, c'est l'éducation croisée, c'est vraiment intégré aujourd'hui. Mais ça, c'est ce que tu dis, t'as raison, mais c'est ce qui a été véhiculé pendant des années. C'est vous avez mal quelque part, arrêtez tout. Forcément, au bout d'un moment, oui, on a moins mal sur la structure qu'on sollicite, mais c'est toujours du repos relatif. C'est vraiment ça. C'est ok, le geste qui m'a déclenché ma tendinite. Je vais voir, je vais le modifier, je vais essayer de pas refaire 150 services si j'ai mal à cette épaule. Je vais modifier, je vais diminuer, je vais repartir à la base. Mais tout de suite, en fait, ça va être relatif. Il faut que je réadapte cette structure. Cette structure, si elle est abîmée, c'est qu'elle a supporté une charge, une contrainte trop importante à un moment donné, quoi. J'ai été trop vite, trop fort sur cette structure. Et voilà. Et donc, du coup, c'est tout de suite, il faut la réadapter. Mais il faut descendre un petit peu. Je me fais mal sur un soulevé de terre à 150 kg. Ma structure, elle n'était pas adaptée à ce moment-là. C'est tout. J'ai pas bien gainé, j'ai fait quelque chose, j'étais fatigué. Donc, je redescends un petit peu et je retravaille dessus. Mais je vais pas repartir à zéro. Surtout pas. Enfin, il y a un temps d'adaptation, peut-être 24 heures, 48 heures pour un peu digérer la chose. Mais une tendinite, effectivement, avant, on l'a traité avec du froid, de la glace, un étirement. Maintenant, on sait qu'il faut renforcer à fond. Renforcer, adapter la structure. Plus elle est sollicitée, plus elle répondra, plus elle s'adaptera. Et puis aussi renforcer les structures autour. Exactement. Aussi prendre le relais, le temps de l'adaptation. Tout ça, c'est important. Et donc ça c'est important. Et ça je pense que maintenant c'est une nouvelle philosophie. Je crois que c'est comme ça. Ça fait un moment. Nous, on a commencé nos métiers, c'est ça. Exactement aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est présent dans la tête des gens. Mais il faut encore le rabâcher au quotidien. Au quotidien, c'est normal de continuer à faire bouger la zone. Au contraire, ne jamais arrêter. On s'est rendu compte, je parlais de littérature tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'une des meilleures façons de guérir les tendinites, c'est par la sollicitation excentrique. Ouais, mais surtout l'excentricité. Après, il faut que ça soit tolérable. C'est toujours pareil. Moi, j'ai essayé d'intégrer l'excentrique à fond, à lourd. C'est un peu douloureux. Donc, je commence par du statique, du renforcement. Après, quand c'est quelqu'un qui s'est jamais entraîné, déjà, il a un seuil de douleur qui est bien sûr, faible. C'est pour ça. Et il ne sait pas le faire. Donc, exactement. Après, il y a l'individualisation de la pratique. Il y a ce qu'on te dit de faire, la science, et puis après, c'est réalisable en fonction du patient que tu as. Pour reprendre l'exemple de l'épicondylite et du tennis, moi, lorsque j'étais au Canada, je travaillais dans un centre de tennis, j'étais opérateur physique là-bas, et j'avais des gens qui venaient me voir tout le temps, parce que c'était un truc qui était classique. Et enfin, moi, ça me faisait rigoler, parce qu'il y en a un qui venait me voir, il me dit « Ouais, Gabriel, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Parce que là, j'ai tout le temps le coude qui se réveille quand je joue. » Je lui dis « Ah ouais, ça se réveille quand ?» Il fait « Écoute, lorsqu'on joue, même ça se réveille tout de suite, ou après une demi-heure, après 1 heure. Généralement, après 1 heure, 1 heure et demie, ça se réveille. » Je fais « Je joue 40 minutes. » Non. Il me dit « On a loué le terrain pendant 2 heures. » Et là, je lui dis « Ouais, mais si t'as mal au bout d'1 heure et demie, pourquoi est-ce que tu vas aller jusqu'à 1 heure et demie ? Je joue 40 minutes, et puis demain, tu vas jouer, tu fais 2 semaines à 40-45 minutes, tu fais 2 semaines, on va dire, à 60 minutes, puis tu essayes, on va dire, de jouer 75 minutes, puis 1 heure, puis après, tu pourras jouer. » Et en fait, non, mais moi, j'ai joué pendant 2 heures, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et en fait, beaucoup trop de personnes pensent qu'il y a des secrets, qu'il y a des... je veux dire, comme s'il y a des incantations magiques à faire, ou une pilule, ou tu touches là comme ça, et on règle le problème, en fait. C'est non, trouve-moi une solution, parce que moi, je ne veux pas changer mon habitude. Bien sûr. Les gens s'attendent à une obligation de résultat. Alors qu'en fait,
oui, le résultat, heureusement, on l'a souvent, mais nous, ce qu'on leur donne, c'est les moyens. Ça, l'obligation de moyens, on est obligé. C'est-à-dire qu'on leur donne le maximum de moyens pour arriver à leur but, mais peut-être qu'on n'arrivera pas forcément à retrouver la même intensité, le même tempo qu'avant pendant une certaine durée. Et ça, faut s'y préparer, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de vos confrères. Je l'ai dit le podcast précédent, je ne vais pas raconter l'histoire de nouveau, mais j'ai l'impression qu'un petit peu par frustration, ils se débarrassent un peu, je ne vais pas dire des patients, mais ils disent, bon, de toute façon, je sais qu'il ne le fera pas. Donc, ils donnent des conseils du style repos anti-inflammatoire, et puis voilà. Non, vous mettez au repos. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, ce qui est dingue, c'est qu'on dit que le sport, c'est la santé, mais quand quelqu'un a un problème de santé, on lui dit d'arrêter le sport. C'est un peu paradoxal. Et c'est vrai que souvent, j'entends des gens qui disent, ouais, mais mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête le sport. Il fallait pas que je continue. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu. Au début, je me posais la question, mais pourquoi est-ce que. Enfin, c'est pas possible qu'il soit ignorant, c'est pas possible. Et en fait, après, j'ai compris qu'il y avait aussi une notion un petit peu de se protéger parce qu'on connaît pas forcément, on va dire, que ce soit. Praticien, t'es en face, ouais, mais vers qui tu envoies. Ouais, voilà. Parce que trop, typiquement, l'élève envoyé à des kinés, si elle les connaît pas trop, elle sait pas ce qu'ils font. Voilà, quoi, il va falloir qu'elle ait ce retour. Parce qu'elle a peur que le kiné derrière, il dégrade son travail. Et c'est possible, il y a plein de confrères. Mais dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Du coup, je dis pas que je suis bon, mais dans plein de métiers, c'est ça. Ils vont dégrader plus. Donc, peut-être que le médecin, avant, comme il n'y avait pas ce retour direct dans cette panoplie de professionnels autour qui s'occupaient de tout, et ils n'avaient pas, ils avaient pas confiance parce qu'ils savaient pas, ou alors ils n'avaient pas les résultats escomptés, donc ils préféraient dire ne faites rien, et puis après ça a été véhiculé, c'est comme ça, et puis la littérature à l'époque elle était peut-être comme ça, donc je pense que ça s'est, au fil des années ça s'est entretenu comme ça, mais je pense que franchement on est sur du bon là-dessus, enfin il y en a très peu, il y en a franchement, il y en a encore, hein. Mais et puis aussi, parfois avec certains patients on va plutôt préconiser un peu plus de repos parce qu'on va être prudent. Parce que on a des profils de patients. Il y a des gens qu'on voit très bien qui vont écouter à la lettre ce qu'on va leur dire, qui vont essayer de faire le max. Puis il y en a d'autres qui, ça se voit, parfois ça se sent. Il faut mais il y aura quand même toujours des erreurs, c'est-à-dire que à 90% tu le sens. Voilà, il y a des choses qui se sentent et tu te dis, lui, je pense qu'il va pas être très sérieux, il va pas garder son attelle, donc on va être un peu plus prudent, alors que dans la littérature, c'est peut-être dit, il faut rééduquer tout de suite. Et là, sur certains patients, on va adapter le traitement, on va dire, non, je vais pas le rééduquer tout de suite, parce que j'ai peur que... T'as peur que ça se dégrade? J'ai peur que, et effectivement, là, on est plus sur du feeling que sur de la science pure, mais je pense que la médecine, ça marche comme ça aussi. Ça marche aussi sur un sentiment qu'on a avec le patient. On sait que peut-être qu'il ne va pas respecter nos consignes et qu'il va faire n'importe quoi. Et donc, on prend des risques avec ce qu'on a fait au blog ou avec sa pathologie. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être plus pas pour se protéger, mais pour protéger le patient. Après, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de pas mal de professionnels de la santé. En fait, quand on dit sport, ça ne veut rien dire. Parce que courir, c'est du sport. Faire de la musculation, c'est du sport. L'équitation, c'est du sport. La natation, c'est du sport. On voit bien que les contraintes, justement, sur l'appareil locomoteur, on va dire sur le corps, c'est-à-dire sur les muscles, les tendons et sur les articulations, est complètement différent. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré dans ma carrière pas mal, que ce soit des médecins ou même des kinés, qui, des fois, en fait, ces nuances-là, je veux dire qu'ils ne les comprenaient pas. Mais comme ils ne les connaissaient pas, parce qu'ils n'avaient peut-être jamais fait de musculation. C'est pas notre domaine. En fait, moi, à la fac, j'ai fait étudier tous les sports pratiqués. Donc, en fait, on le fait. Moi, parfois, quand un patient me parle d'un sport un peu particulier, je lui demande, et ça, est-ce que ça vous forcez dessus? Est-ce que vous utilisez ça? Donc, il faut aller un peu plus loin dans l'interrogatoire pour pouvoir ensuite adapter son discours. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. La course à pied, on imagine bien. Le tennis, on imagine bien. Les contraintes et ce que ça peut faire. Mais voilà, quand on dit crossfit, à plein de gens... parce que, ils savent pas ce que c'est. Et où ils ont une mauvaise... peut-être une mauvaise vision. D'ailleurs, moi... c'est ça que j'avais une mauvaise image. Mais je me disais, c'est pas possible de faire ça. Il y a trop de contraintes. C'est pas bon pour ce fait. C'est pas bon pour mes épaules. Moi, je perds des épaules. Ça. Et en fait, non. Il faut juste adapter.
Et c'est vrai que, par exemple, ce sport, le CrossFit, vu de l'extérieur comme ça peut faire peur à plein de gens, notamment à des professionnels de santé, pour faire dire « Ah non, 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 ah oui, mais ça j'ai vu ça à la télé, non, c'est pas possible, faut que vous arrêtiez. » Et ça, c'est de la méconnaissance. C'est parce que voilà, il faut se renseigner sur Voilà, mais il faut le poser sport en des global. questions aux Exactement. patients. Après, il y a toujours des cas particuliers sur certains sports qu'on ne connaît pas trop, mais c'est globalement un professionnel de santé qui rééduque, coopère, qui intervient, il doit connaître. Moi, je pense que c'est une faute un petit peu de ne pas savoir. C'est comme un diététicien qui ne connaît pas, je sais pas, qui mange pas bien ou quoi, mais il faut absolument se renseigner sur la pratique. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Okay. Après, ces sujets-là, on peut en parler pendant des heures, je pense que, mais moi, je voulais poser une autre question. Donc, on a bien compris sur sur le côté, on va dire, prise en charge de la patientèle et de l'amener jusqu'à une nette fonction primaire et puis après sportive. Maintenant, si on se place du côté vraiment sport-santé, déjà, comment vous comprenez le terme sport-santé? Parce qu'aujourd'hui, il y a des définitions officielles, mais c'est un terme qui est de plus en plus galvaudé. Et si vous deviez conseiller à quelqu'un, donc votre spécialité, c'est l'appareil locomoteur, quels seraient les types de pratiques que vous recommanderiez à cette personne, quoi? Sport santé, moi, je sais un petit peu ce que c'est, mais je vais vous donner la définition un peu simple. C'est le fait de se maintenir en bonne santé via une activité physique. Physique de quel type? Ça, c'est... il y a plusieurs strates, en fait. Déjà, on va dire une activité un peu basique, primaire. Type, si on peut faire un trajet à pied plutôt que de le faire en voiture, voilà, ça fait partie de ça, ça fait partie de cette activité physique. Si on peut monter l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, voilà, c'est toutes des petites choses. Faire du bricolage, du jardinage, des activités de la vie quotidienne en y mettant une intensité, en tout cas un mouvement, et pas rester sédentaire pur. Donc pour moi, c'est ça la définition du sport santé. Et puis, tu peux y amener un peu une deuxième strate, c'est-à-dire une activité sportive un peu régulière, 1 à 2 fois par semaine, ce que fait pas la plupart des gens, parce que effectivement, tu disais qu'on était biaisés ici, mais voilà, ce que font pas mal de personnes, aller courir, une activité physique simple, mettre des baskets, aller courir, si on a une piscine municipale à côté de chez nous, aller nager, voilà, et puis après, tu as une strate un peu au-delà, des gens qui sont, on va dire, très centrés sur leur activité physique, qui ont besoin de ça quasiment au quotidien pour se sentir bien, et donc qui vont avoir des sports, un ou des sports pratiqués de manière quasiment quotidienne, avec une surveillance, une intensité, vraiment un cadrage. Voilà. Moi, ma question, c'était plus, on va dire, pour préserver la bonne santé de l'appareil locomoteur et tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'effet de vieillissement, c'est-à-dire qu'on prend de l'âge, le fait d'être sédentaire, en fait, qu'est-ce qui se dégrade? Et il faut combattre, on va dire, quel aspect, en fait? C'est surtout ça, en fait, parce que ce que tu viens de dire, c'est il y a plein de gens qui me disent... C'est assez simple, je vais te donner un exemple. Pour ceux qui ne comprennent pas l'appareil locomoteur, si tu veux... En gros, c'est ce qui permet de te mouvoir, donc les jambes, ok, et aussi les articulations, les tendons, les muscles, le système nerveux. En gros, un exemple, l'os. C'est un tissu qui est vivant et en gros qui va se construire au fur et à mesure de la vie en permanence. Et quand tu vas par exemple plâtrer quelqu'un pour une fracture, quelque chose, peu importe, et que tu lui enlèves son plâtre au bout d'1 mois et demi, que tu fais une radio, tu vas voir l'os, il apparaît hyper fragile, comme un os de personne âgée alors que c'est quelqu'un de 30 ans. En fait, comme il n'a pas marché dessus pendant 6 semaines, comme il n'y a pas eu de micro-traumatisme lié à la marche, et d'impact et de contraintes. À chaque fois qu'on marche, en fait, ça crée des impacts et du coup des micro-traumatismes au niveau des os qui permettent de se reconstruire et de refaire un os solide. Et en fait, on a l'impression à chaque fois de regarder une radio de personnes âgées alors que la personne a 30 ans. Donc ça, c'est un exemple, en fait. Voilà. Si tu veux, au niveau locomoteur, juste se déplacer, se mouvoir, voilà, c'est ça que le sport santé, juste au quotidien, très simplement, très basiquement, permet de conserver. Et dès que tu t'arrêtes,
tu perds de la solidité osseuse, tu perds du muscle, tu as une amyotrophie musculaire, donc ça c'est pour l'appareil locomoteur. Après, je passe sur les risques d'obésité, sur le côté cardiovasculaire, où tu as une désadaptation à l'effort total, c'est-à-dire qu'au bout de 3 marches, les gens sont essoufflés. Donc, voilà, c'est ça que ça fait si on arrête, en tout cas si on continue d'être sédentaire. Et c'est ça les conséquences à distance. Donc en fait, l'os, de toute façon, avec le processus de vieillissement, il est voué, on va dire, à perdre sa densité. Il est voué à perdre sa densité. Il y a ce phénomène Du coup, c'est pour ça que moi, je reçois trop de patients avec cette idée en tête que plus vieillissent, et moins faut faire. Ah non, j'ai plus l'âge de faire ça. Mais au contraire, il y a ce phénomène de sarcopénie, là, de fonte musculaire à partir de je sais pas quel âge, de 40 ans, enfin bref, peu importe. On avance, on perd de la masse musculaire. L'os, il se déminéralise aussi. Il y a ce phénomène d'ostéoporose ou quoi, d'arthrose, de destruction du cartilage articulaire. Bah justement, vous perdez ça, renforcez-le, adaptez-vous. On doit faire encore plus. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on nous a véhiculé l'idée depuis toujours que plus on vieillissait, plus on était fragile et moins il fallait solliciter ces structures. Mais au contraire, une personne de 80 ans, si elle peut marcher, 85 ans, si elle peut faire du renforcement musculaire à fond, adapté bien sûr. Je ne vais pas lui dire d'un coup porter 100 kg, mais commencez par porter 5 kg si vous pouvez. Puis la fois d'après, ça va 5, 10, 15. Et il y a de la progression. Et ces structures articulaires, musculaires, tout, tendineuses, elles vont s'adapter, elles vont se renforcer. Et il y aura un gain vraiment très très rapide, objectif, sur ces capacités fonctionnelles, surtout. Donc ça, moi je pense que c'est ça que tu attendais un petit peu, que tu me demandais un peu, le sport santé. C'est ça, c'est le renforcement, le mouvement, enfin les structures articulaires, musculaires, et voilà, en fait, bouger, renforcer, surtout. Compenser le vieillissement. Ouais, exactement, mais qui est logique, physiologique. Physiologique, sur lequel on ne pourra pas lutter par le sport. Voilà. Et donc préserver sa santé, la maintenir à un niveau, à 90% par le sport. Et donc ça peut être vraiment que des petites choses, mais surtout pas s'arrêter, quoi. Ouais, bien sûr. Comme tu l'avais anticipé, enfin, tu l'avais compris que ma question était orientée. Et après, moi, je suis biaisé, mais c'est la thèse que je défends. C'est qu'aujourd'hui, la problématique, quand on dit le sport, ça veut tout rien dire. Pour moi, en fait, l'activité physique que je recommande le plus, passé 35-40 ans, c'est vraiment la musculation. Et c'est la musculation. Le problème de la musculation à l'image du culturisme. Donc, moi, je mets de côté le culturisme. Moi, ce que je revendique, c'est le côté culture physique. Mais le problème aujourd'hui, la culture physique, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, les gens, culture physique, ça fait un peu vieillot. Alors, on parle de fitness, on parle de plein de choses, on parle de ceci. Et pour moi, je suis vraiment dans une logique de culture physique. Et pourquoi moi, je ne suis pas trop pour la course. Ça, il y a des gens qui me connaissent savent que je ne suis pas pour. Pour les raisons, c'est que la plupart des gens, en fait, quand ils courent, ils arrivent déjà, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas couru, ils sont en obésité. Est-ce qu'ils savent courir? 2, en fait, ils courent 1 heure, donc tu parlais d'impact, mais là, les impacts sont trop... La contrainte mécanique est trop importante par rapport à ce que les structures sont capables de... Donc, c'est rare que tu dises à quelqu'un, va courir 5 ou 10 minutes, et puis demain, elle me fait, attends, si je veux courir, je fais 1 heure, sinon ça sert à rien. Faut que ce soit rentable. En fait, maintenant, c'est comme l'histoire du tennis, faut que ça soit rentable. En termes de temps, en termes de kilos sur la balance, c'est un truc quantitatif. De rentabilité maintenant qui est assez... C'est comme mon gars qui joue au tennis, il fait, moi j'ai joué 2 heures, je ne vais pas jouer 45 minutes. Mais c'est tout un problème de rentabilité, alors qu'en fait, la réadaptation du sport, la reprise du sport, elle doit se faire de manière intelligente. Et moi, ce que je dis à mes patients, même pour des exercices de rééducation, je leur montre des trucs à faire à la maison, et puis ils reviennent, ils me disent, ah ouais, mais j'ai fait ça pendant 1 heure, et après pendant 3 jours, j'ai plus rien fait. Ah oui, et là, je suis là. Vous allez répondre, il faut faire pendant 5 minutes. Faites ça toutes les 2 heures, tous les jours. Mais en fait, vous allez faire plein de fois, de manière répétée, sans franchir le seuil de la douleur. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer. Alors que si pendant 3 jours, vous ne faites rien, vous allez perdre tout le bénéfice des 1 heure où vous êtes passé. Donc en fait, je pense que c'est la même chose dans le sport. Mais les gens, voilà, du coup, ils sont pas trop accompagnés ou alors ils connaissent pas. Donc il faut vraiment prendre le temps. C'est surtout, vous parlez de personnes qui vont avoir, on va dire, 40, 50, voire plus. En fait, ce qui est bien avec la musculation, c'est que je vais pouvoir, on va dire, gérer tous les paramètres. Il n'y a pas le problème de quand je cours. L'impact, je ne gère pas. Parce que si je cours sur du bitume,
ou si je cours sur du sable, ou si je cours sur de la pelouse, c'est pas le même impact. Deuxièmement, je gère pas si la personne fait 90, 85 ou 100 kilos. Ce qui fait que ça, quand il court, en fait, la gravité, je peux pas intervenir dessus. Alors qu'en musculation, je vais pouvoir jouer sur le nombre de répétitions, je vais pouvoir jouer sur l'amplitude articulaire, sur la vitesse du mouvement, sur la charge qu'on va mettre, ces choses-là. Deuxièmement, quand on va faire, par exemple, de la course ou du vélo, on va travailler que les membres inférieurs, enfin, lire les jambes pour faire simple. Alors que si je fais de la natation, le problème, c'est que la colonne vertébrale ne travaille pas des masses et les jambes non plus. Alors Moins que, de contraintes, parce que oui, effectivement, c'était moins. oui, Par alors un que appui sur le. nous, alors, on va me dire, je prêche pour ma paroisse, non, mais c'est vrai, mais alors que nous, on va être capable justement de cibler sur un entraînement bien construit sur 3, 4, 5 jours, on va pouvoir cibler toutes les articulations, c'est-à-dire qu'on va aller stimuler tous les tendons des principales chaînes musculaires, on va aller, on va dire, stimuler les cartilages de toutes les articulations. La plupart des gens qui ont mal au dos, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est pas un problème structurel. C'est tout simplement, en fait, vu qu'ils ne bougent jamais, les articulations elles sont comme verrouillées. Bien Et sûr. rien que le fait de bouger, on va corriger le truc, alors qu'à la radio, on ne voit rien. Enfin, des choses comme ça. Moi, même ici, j'ai des gens, ils étaient là, ils font, ouais, même j'ai les épaules verrouillées. T'arrives, tu vas prendre tes épaules verrouillées, on chauffe un petit peu sur un exercice type skieur ou rameur. On vient lui faire un petit peu des massages des pectoraux, de la coiffe des rotateurs, on l'aide un petit peu à s'étirer, on le suspend un petit peu à la barre haute. Puis d'un seul coup, tiens, ah bah non, en fait, c'était pas un problème. Enfin, il y a un problème, mais. Parce que, ouais, il y a cette notion de sédentarité dont tu parles. Ils passent d'une position toute la journée assise, et puis après, tu vas leur demander quelque chose que le corps n'est pas du tout adapté. Donc, ouais, ça, c'est sûr que la musculation, pour le coup, ça, c'est génial parce qu'ils vont réveiller, ils vont activer, en fait, tout leur système cardiovasculaire, musculaire, qui fait qu'ils vont pouvoir bouger, et puis, ouais, effectivement, Il y a aussi tout ça. une autre chose, et alors ça, vous allez peut-être me corriger si je dis une bêtise, mais par exemple, sur la course, les impacts qu'on va avoir par exemple, sur le genou, ou bien par exemple, quand on joue au tennis, sur le coude ou sur l'épaule, des fois, les impacts qu'on va avoir ou les contraintes vont être supérieures que si je soulève, par exemple, une barre de 100 kg allongée avec très peu de vitesse. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas que la vitesse, des fois, en fait, elle est beaucoup plus grave, ou la chute, que le poids qui est soulevé. Bien sûr, ou en tout cas qu'elle est équivalente, mais ça je pense que c'est juste des idées reçues. C'est énormément d'idées reçues, et oui, effectivement, la musculation, la culture physique, c'est vu comme on va faire de la gonflette, quoi. Juste pour, alors que ça a des bienfaits à plein de niveaux. Moi, quand je viens ici, même quand on ne fait pas des trucs cardio et quand on ne fait que une partie très renfo, je suis essoufflée comme si j'avais couru. Bien sûr. Comme si... Donc, mais c'est une idée reçue, mais ça, c'est toujours difficile de faire passer le message, je pense, de manière globale, comme ça. Je pense que ça va être un travail long. C'est ce qu'on essaye de faire déjà. Pour que les gens l'acceptent, mais en tout cas, moi, qui suis déjà convaincue, mais rien que de venir ici, j'ai vu plein de nouveaux aussi qui sont nouvelles, qui sont venus et qui au début un peu paniqués, et au final, en fait, on ressent vraiment le bienfait. Moi, j'ai pas mal de problèmes pour me tenir, parce que quand j'opère, je suis comme ça, tout le temps. Ouais. Je suis assise, et ou quand je suis debout, je suis comme ça, tout le temps baissée, donc j'ai pas mal de douleurs dans les lombaires, dans le dos, dans les trapèzes, etc. Et en fait, le fait d'avoir cette activité physique, ça change pas mal de choses. Je le ressens moins, j'ai moins de douleurs, mais je peux pas les éviter parce que voilà, c'est ma posture, c'est mon travail, mais je sens que ça joue dessus. Je sens que ça joue dessus. Mais le message est difficile à transmettre. Après, moi, je n'opposerais pas les deux, tu vois. Je suis d'accord. Sur quelqu'un qui veut faire de la course à pied, typiquement, moi, j'aime bien courir, j'aime jouer au foot. Seulement, je prépare le marathon, mais ça ne m'empêche pas d'aller 3-4 fois au CrossFit. Au contraire, le CrossFit, le mouvement, le renforcement, je le vois comme quelque chose, effectivement, à la base. Avant, peut-être, je ne le voyais pas comme ça. Mais maintenant, c'est quelque chose que je vois à la base. Pour toute préparation physique générale, je mettrais du renfort musculaire à tout niveau. Et après, tu peux avoir ton activité. Mais c'est sûr, moi, je vois ce que tu veux dire sur quelqu'un qui fait pas de sport, qu'est-ce que tu lui ferais en premier? Donc là, ouais, effectivement. Mais s'il y a une demande, tu vois, une demande de course à pied, je vais pas réduire parce que le sport, c'est vu aussi comme un échappatoire, quelque chose qui va faire du bien aux gens. Tu vois, donc c'est assez difficile. Je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, si tu veux, j'aime bien répéter ça souvent, c'est que la statistique, elle est contre toi. Dans le sens où aujourd'hui, les gens, quand ils commencent la course à pied, ils sont généralement pas accompagnés.
Ouais, c'est pour ça, ils vont courir dans le bois. Deuxième chose, ce sont des gens qui n'ont aucune notion sur comment gérer le stress, donc les contraintes mécaniques. Et 3, ils n'ont pas de technique. C'est comme si moi, toi, t'arrives et je te dis, vas-y, soulève une barre de 200 kg. Bon, enfin, tu vas pas la lever, mais je te donne, par exemple, une barre de 60 kg. Quasiment tout le monde est capable de le lever, même sans entraînement. Bah, si on ne lui explique pas comment positionner le dos et qu'il le fait 15 ou 20 fois, là, il peut se faire mal. Il y a plus de chances de se faire mal avec une barre de 40, 50 ou 60 kg quand il est débutant qu'avec une barre de 200. Parce que la barre de 200, elle ne lèvera pas de toute façon. Voilà. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je suis intervenu avec des gens qui faisaient de la course pour leur expliquer comment préparer un marathon. D'un point de vue, on va dire, stratégie d'entraînement. En fait, ils n'écoutent pas. Donc, moi, je leur disais, écoutez, premièrement, tu leur expliques tous les facteurs de performance. Je leur explique que déjà, si tu fais 80 kilos, courir 1 heure, ouais, tu vas avoir tes lombaires, ils vont être en feu. Et puis surtout, le marathon, c'est pas dans 3 mois. Les gens, ils arrivent, ouais, dans 3 mois, je fais une Spartan Race, je fais de 20 km et tout. Moi, je leur dis, donne-toi pour objectif d'augmenter, on va dire, ta technique de course, être capable de courir, par exemple, à 5 km en moins de 22 ou 23 minutes, ce qui est déjà très bien pour la plupart des gens. Puis quand tu arrives à valider cette étape-là, peut-être qu'on va essayer de viser un 10 km en moins de 45 minutes. Puis quand on a validé cette étape-là, on va viser peut-être un semi-marathon, mais ça va prendre 6, 12, 18, 24 mois. Et ton marathon, on essaie de se le donner dans 36 mois. En plus, dans 36 mois, tu auras eu le temps de perdre tout ton poids superflu. Tu auras le temps de travailler sur ta technique de course. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, et la littérature le confirme, c'est que toutes les personnes qui courent en mode loisir, plus de 17 km par semaine, ils ont 80% de chance de se blesser dans les 12 mois à venir. Donc si tu te blesses, tu fais plus de sport. Donc tu vas aller faire de la natation. Après, les gens, en général, ils restent chez eux et puis ils dépriment. Et donc, en fait, c'est plus, on va dire, j'ai rien contre la course, mais c'est que quand la façon dont elle est faite. Tu veux dire, oui, je vois. Ouais, mais bien sûr. Et le problème, un sport où t'es pas accompagné. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ce qui est bien, normalement, quand c'est bien fait, tu vois, typiquement le CrossFit, t'as un coach autour, le renfo, pareil. Enfin, quand tu vas dans une salle de musculation, t'as un coach qui te montre. Donc, t'es suivi. Mais ce qui est dingue, c'est que les gars, ils vont faire tout seul de la course, ils se blessent, et ils ont moins d'a priori que de venir dans une salle où tu as quelqu'un qui va t'expliquer comment te placer, quelle charge prendre, combien de répétitions, on va dire... Ouais, parce que c'est aussi le passé. Enfin, voilà, quoi. Ça a toujours été... ces sports-là, le CrossFit, tout ça, c'est nouveau. Il y a 30 ans, est-ce qu'on en parlait? Non, c'est pour ça qu'il faut amener ça, justement, doucement... Tu sais, oui, le renforcement musculaire, je vois, c'est là, oui. Aujourd'hui, j'ai posté sur Instagram une story. En fait, en 1965, tu as Raymond Thomas, d'accord, pour ceux qui le connaissent, d'accord, il avait écrit un livre qui s'appelle La musculation au service de tous les sports. Et déjà en 1965, il expliquait qu'il y avait le renforcement musculaire avec charge légère sous forme de circuit chronométré. Donc en fait, il y avait des gens qui savaient, même il y a 60 ans. Ça n'a pas été véhiculé après, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pratiques sportives qui sont à la mode parce que le marketing les a rendus super fun, super sexy et tout ça. Mais tu as des gens qui... Et puis pareil, tu prends par exemple des gens comme Edmond Desbonnets, d'accord, qui a comme ça, fin du 19e, début du 20e. Tu as des gens comme Georges Hébert. Et en fait, si tu veux, il y a plein de gens qui... le problème, qui l'ont théorisé, qui l'ont observé. Alors peut-être que vous avez moins de connaissances en physiologie, en anatomie, en sciences, parce qu'à l'époque, on n'avait pas peut-être la même recherche, mais en fait, et malgré ça, je me rends compte qu'en fait, il y a encore des déficits de connaissances assez importants, et notamment chez beaucoup de professionnels de santé qui ne s'intéressent pas. Là, moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais régulièrement, on a des kinés qui viennent dans notre salle, et ils se forment à la préparation physique, à la musculation. Et en fait, tu as des gens, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils sont on va dire, en cabinet. Et tu les regardes, en fait. L'inverse est vrai aussi. Hein. Moi, je connais plein de préparateurs physiques et coachs sportifs qui s'improvisent kinés. Hein. Bien sûr. Parce que dans les cursus, c'est pas assez développé. Hein. Voilà, et qui vous envoient plein de clients aussi. Donc, du coup, il y a aussi ça. Donc, dans les deux sens. C'est pour ça que moi, j'avais envie de discuter un peu avec vous pour montrer que finalement, on peut avoir un discours à peu près, je peux dire similaire, mais qui se met d'accord sur les points essentiels, quoi. Après, oui, enfin, évidemment, mais j'en ai plein qui me disent « Ah, mais mon kiné, il a dit c'est super dangereux, il faut surtout pas que j'en fasse. » De toute façon, il n'y a rien qui est dangereux tant que tout est adaptable, progressif, si vous avez envie de faire ce que... Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis, hein. Les patients, faites ce que vous voulez. Après, on peut leur donner des conseils sur... Moi, effectivement, là, vous voyez, cette pratique sportive, ça me paraît un peu difficile au début, mais on va essayer de le faire. Mais avant, en amont, on va essayer de renforcer, on va essayer de faire des choses qui vont vous amener à faire ce que vous avez envie de faire. Mais, effectivement, ça dépend. Ouais, je pense qu'il faut adapter en fonction du patient, de ses envies. Du contexte. Biopsychosocial, de la pathologie. En fait, de plein de choses.
Bon, alors, petit problème technique. Il y a les piles du micro se sont terminées prématurément. Donc, je ne sais pas à quel moment on a perdu le son. D'accord. Et bon, peu importe, je pense que ce que je vous propose, c'est on va conclure. D'accord. Donc, pour résumer un petit peu ce qui a été dit depuis le départ, c'est qu'on a dit, on a parlé un petit peu justement de comment est-ce qu'on traitait les pathologies, notamment le fait qu'il y avait plusieurs étapes. Il y a le côté tout ce qui est réparation du structurel, donc ça va être plus le travail du chirurgien orthopédiste. D'accord. En amont, il faut que le diagnostic soit bien posé. Donc, comme on a dit, le diagnostic va généralement être posé aussi par le chirurgien orthopédiste lorsqu'on parle de problèmes qui sont liés à l'appareil locomoteur, donc c'est-à-dire tout ce qui va être tendons, os, muscles, ce genre de choses. D'accord. Une fois que la guérison a eu lieu, je parle sous ton contrôle, hein. Bien sûr. Une fois que la guérison a eu lieu, derrière, on va pouvoir, on va dire, transmettre la main à un kiné qui va s'assurer que la cicatrisation se passe bien, c'est-à-dire que les fibres musculaires retrouvent, on va dire, un aspect pré-traumatique ou pré-pathologique. D'accord, on ne va pas rentrer trop dans les détails, que le patient retrouve une bonne, on va dire, mobilité articulaire, amplitude de mouvement et suffisamment de résistance là où il y a besoin d'en avoir. En gros, qu'il ne soit plus en danger. Et à partir de là, on va partir justement sur du renforcement musculaire, et on parle souvent de réathlétisation, pour l'amener au plus haut niveau, on va dire, de pratique sportive, alors que ce soit loisir ou compétition, peu importe. Donc, je suis bon là-dessus? C'est exactement les bonnes étapes. C'est ce qu'on fait en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour tous mes patients. Et j'insiste sur cette étape de réathlétisation quand je dis aux patients, par exemple, à 3 mois, qu'ils ont fait leur kiné, ils ont récupéré toutes les mobilités, ils ont plus mal. Je leur dis, maintenant, on peut reprendre le sport, mais vous n'allez pas reprendre le sport au même niveau où vous êtes arrêté. On se réathlétise, on fait un peu de cardio, on fait du renfort, on remet la machine en route. Et généralement, au bout d'un mois, ça dépend de la pratique sportive, de l'intensité, de plein de choses, mais généralement, au bout d'un mois, vous verrez, vous serez à peu près au niveau de base. Et là, vous pouvez reprendre éventuellement la compétition, etc. Je parle pour des gens qui sont un peu lambda, qui font des sports co avec l'équipe à côté de chez eux, sans être dans l'intensité et dans le professionnalisme. Donc, voilà. Mais j'insiste vraiment sur cette période de réathlétisation, parce qu'on ne peut pas reprendre le sport au même niveau qu'avant, après une chirurgie, et même après de la kiné bien conduite, parce que ce qu'on fait en renfort en kiné, c'est bien pour permettre aux muscles de cicatriser et d'avoir sa fonction, mais ça ne lui redonne pas toute la force qu'il avait et la puissance qu'il avait avant le traumatisme. Donc, ouais, les étapes, c'est bon. Ouais, nous, parfois au niveau des étapes, exactement pareil. Après, nous, on distingue un peu le return to play et return to performance, qui est un peu plus, qui sont des étapes différentes. Et après, moi, ce que j'avais tendance à observer, c'est que les gens veulent retourner à la performance beaucoup trop rapidement. Et même si j'ai pas de délai, je dis jamais, 1 mois et demi, pile exactement, parce que c'est, de toute façon, tellement personne dépendant, patient dépendant, que j'aime pas m'avancer sur des chiffres, même si les gens aiment beaucoup savoir si dans une semaine ils arriveront à servir à 150 ou à frapper dans le ballon pareil à grande vitesse, etc. Du coup voilà, je vais pas parler en termes de délai. Et par contre, tout ça faut que ça soit conduit par un professionnel qui connaît, peu importe que ce soit le coach sportif, n'importe quel professionnel, mais qui connaît bien, qui le suive, qui soit suivi jusqu'au bout dans ce cheminement, pour retourner à la performance. Mais un peu cette notion de, on veut retourner très vite à performer, et il y a des étapes avant, et elles sont nécessaires, et il faut les valider. Il faut les valider en amont avant de vouloir retourner, parce que sinon, ça mène à la récidive, à la blessure, et encore pire pour le sportif, pour le patient. On pouvait éviter cette rechute. Et donc aussi, ce que j'ai noté, c'est que vous aviez... en fait, il faut adapter le discours à la personne que vous avez. Et c'est de là où, en fait, on peut se retrouver à avoir des discours dissonants, non pas chez les professionnels de santé, mais chez les patients et leur évaluation de ce qui a été dit par le professionnel de santé. C'est-à-dire que c'est pas parce que Robert il a dit que son médecin ou son kiné avait dit qu'il fallait faire comme ça que je dois le prendre pour argent comptant. C'est peut-être que son médecin ou dans son un cadre précis lui ont dit dans un cadre pour lui, précis, à ce moment-là, en tenant compte des facultés cognitives et de la personnalité et de la psychologie
de Robert. Et donc Robert, en fait, il va dire, mais moi, le mien m'a dit ça. Oh, il est nul, le tien. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être plus de nuances. Exactement, c'est toujours ça. Il y a toujours des nuances. Mais oui. Effectivement. Ouais, mais en fait, nous, on apprend pour telle pathologie, il faut faire ça, telle pathologie, il y a cette implication-là qui ressort. Avec des subtilités. Et puis ensuite, ces subtilités, on va les adapter à chaque patient, au profil, à sa compréhension, à sa motivation et à sa fonction, à ce qu'il veut. Voilà. Et surtout, je reprends un petit peu ce que j'avais dit dans le post-it numéro 4, c'est qu'aussi, c'est vous protégez, enfin, quand je dis vous protégez aussi le patient de lui-même, et ensuite, vous aussi, vous protégez un petit peu, parce que vous ne connaissez pas forcément la personne. Aussi, hein. On va leur donner des choses à faire, et puis bon, oui, on les voit faire avec nous, mais après, ce qu'il va faire de son côté, est-ce que ça va être ça? Oui, mais donc du coup, tu ne veux pas prendre de risques, dans le sens, tu ne veux pas lui dire, gars, on y va pleine balle, et puis là, c'est toi qui je vois ce qu'il peut faire de mon côté, je l'évalue à fond et tout, et après... Et vous êtes plutôt prudent? Toujours. Il faut garder de la prudence. Prudent que tête brûlée, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie qu'il rechute, qu'il se passe mal, parce qu'il y a eu une progression, donc le pire... Pour tout le monde, c'est ça. Hein, c'est de revenir en arrière. C'est ça, c'est la blessure, la chute, le retour en arrière. Même s'il faut leur dire quand même qu'une rééducation bien conduite, une chirurgie, c'est évolutif. C'est-à-dire que, grosso modo, ça va monter, c'est sûr, mais il y aura des montées et des descentes. C'est comme ça. Il faut leur dire en amont, après ils comprennent très bien. Il ne faut pas s'attendre à une croissante super rapide. Et si tu prends les points d'avant et d'après, là, le point A, point B, il y a une évolution positive. Mais la courbe, elle est comme ça. C'est comme ça. Donc, et le troisième point dont on avait discuté, c'était justement l'évolution, on va dire, des tissus, qui soient, on va dire, osseux, musculaires, articulaires ou, on va dire, tendineux. Et c'est vrai que, en fait, le meilleur remède pour éviter qu'ils vieillissent, c'est de les solliciter. Et là, comme je disais tout à l'heure, je prêchais pour ma paroisse, c'est vrai que la musculation offre, on va dire, des possibilités très très intéressantes pour, on va dire, travailler sur l'amplitude, la force, et que souvent les gens ont du mal à concevoir que, par exemple, une musculation bien menée est plus efficace que une autre activité où on ne va pas pouvoir gérer les impacts. On ne va pas pouvoir gérer le fait que je vais me faire bousculer par un adversaire ou un coéquipier. Par exemple, si je joue au basket, je peux tomber, me tordre la cheville. J'ai moins de chances de me tordre la cheville en faisant un squat, par exemple. Donc, dans une logique de sport santé, minimiser le risque de traumatisme lié à des contacts, des choses comme ça. Et aussi, les gens qui, genre, aujourd'hui, c'est à la mode d'essayer de courir le marathon en 3 semaines, quoi. Enfin, j'exagère, mais en 3-6 mois, les gens se donnent des objectifs alors qu'ils ne sont pas sportifs, ils sont en surpoids, et on y va. Et ils ne maîtrisent pas ni la surface sur laquelle ils courent, ils n'ont pas la bonne technique, les bonnes chaussures. Tu me diras si c'est vrai ou pas, mais pour moi, c'est un mythe. C'est pas 3 cm de... Bon, c'est rien, ça c'est du marketing après. Ouais, voilà. Moi, les bonnes chaussures des gens, c'est dans lesquelles ils sont bien. Après, tu vois, c'est comme tout. Hein. Voilà. Et donc, en gros, c'était un petit peu tout ce qu'on avait dit. Donc, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on s'était arrêté. Et donc, de votre point de vue, si vous aviez une conclusion, une synthèse à formuler. Non, voilà, moi, c'est ça. C'est comme tu as dit. Moi, les gens, je leur conseille et je leur conseillerais toujours de faire l'activité qu'ils veulent. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mais par contre, en amont, en parallèle, c'est de faire du renforcement, c'est sûr, pour améliorer les structures. Le mec, il va aller courir, je vais pas lui en empêcher, mais par contre, je vais lui dire, attention, il y aura des impacts, il y aura des choses, est-ce que votre corps est prêt pour ça? Je sais pas. Du coup, on va essayer de préparer les structures. Et le meilleur moyen de préparer les structures, c'est le truc le plus basique, le primaire, c'est le renforcement. Faites du squat, faites des fentes, faites du soulevé de terre, faites du shoulder press. Habituez vos structures à la charge et vos structures vont s'adapter. Et puis après, vous pourrez pratiquer votre activité. Vous pourrez aller nager, vous pourrez faire du trail, vous pourrez faire ce que vous voulez, de l'escalade. Mais en amont, renforcez-vous. Ça, c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Le renforcement musculaire, c'est la vie, quoi. C'est la base. Donc ça, il n'y a pas de problème. Merci. On n'est pas on a pu. Et moi, je rejoins Pierre complètement. Moi, mes patients, je leur recommande pas forcément un type de sport en particulier. Mais c'est vrai que quand on parle d'activité physique, moi, le renforcement et la musculation, c'est quelque chose que je vais souvent valider parce que je sais que si c'est fait intelligemment, de manière adaptée, on ira peu, en tout cas à la blessure, versus un sport
avec impact, effectivement, mais sans l'interdire, au contraire. Ouais. Plutôt en association, si c'est un sport plaisir. Moi, j'ai rien contre les impacts, mais les impacts doivent être, on va dire, maîtrisés et progressifs. Pour faire simple, on regarde les gars, la Liga Makassi, ils sont capables de sauter du 2e étage sans se casser la jambe. Ouais, mais là, Ils en sont pas amont, il a préparé ses structures. Il n'a pas fait... commencé le premier jour du Bah 2e non, bien étage. sûr, C'est-à-dire évidemment. qu'au début, il sautait, on va dire, d'un banc qui faisait peut-être 50 cm, et puis après, une fois qu'il l'a maîtrisé, il est passé sur, on va dire, 1 mètre, puis 1,50 m, 2 mètres, Ouais. des choses comme ça. Voilà, Et ça se fait pas en 6 mois. Ça se fait pas en 6 mois. ça fait dans le temps que ça se fait, c'est tout. Hein. Faut être progressif. Ouais, progressif, et puis avec du renfort derrière, pour avoir les structures les plus saines et les plus aptes à recevoir la contrainte, quelle qu'elle soit, D'accord. je pense. Bon, bah merci. En plus, là, on est pressé par le temps parce qu'il y a les adhérents qui arrivent pour leur séance. Le succès de cette salle. Voilà, le succès de cette salle. Malheureusement, on a eu un petit problème technique, mais bon, c'est On verra où aussi... ça nous mène. Hein. Ouais. On viendra la semaine prochaine pour l'épisode 7. Pour le... Ça va, bah, je vous remercie Merci pour votre participation. Et puis, je vous dis pour l'épisode 7 ou 17 ou 27. Plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut. Au revoir.